Bienvenue à Sujet Capital, un balado mensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Perkin et moi-même, François Doyon-La Rochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 84, nous discutons de deux composantes essentielles de l'investissement, c'est-à-dire la tolérance au risque et la capacité à prendre du risque. Bonne écoute! Salut James, ça va bien aujourd'hui? Oui, François, ça va super bien. Et toi? Oui, merci. Donc, James, on a un sujet aujourd'hui qu'on voulait aborder depuis longtemps. Chez PWL Capital, on vient de lancer un nouvel outil pour établir le profil de risque des investisseurs. Établir le profil de risque de nos clients est une exigence réglementaire et essentielle pour déterminer l'allocation appropriée pour les portefeuilles de nos clients. Je suis sûr que nos auditeurs trouveront ce sujet d'aujourd'hui utile. Je pense que ça va les aider à réfléchir à la structure de leur portefeuille et à la nécessité éventuelle d'y apporter des modifications. James, où est-ce que tu aimerais commencer la discussion? Oui, François, j'aimerais commencer la discussion pour dire que nous autres, en tant que gestionnaires de portefeuille, on a un devoir professionnel de s'assurer de mettre en place des portefeuilles qui sont appropriés aux objectifs et au profil de nos clients. Notre processus ici, PWL, consiste premièrement à leur poser des nombreuses questions lors d'un entretien de découverte. Puis, on leur demande de remplir un questionnaire de profil de risque psychométrique. Grâce à toutes ces informations, nous sommes ensuite en mesure d'élaborer et de leur proposer un portefeuille qui va leur permettre d'atteindre leurs objectifs tout en respectant leur profil de risque. J'ajouterais, François, que je pense qu'il s'agit là d'une compétence essentielle et d'une énorme valeur ajoutée qu'on apporte à nos clients. Bien, je suis tout à fait d'accord, James. Alors, en quoi consiste établir le profil de risque? Est-ce que tu peux nous expliquer les étapes à suivre? Tout à fait, François. L'établissement du profil de risque comporte 3 éléments qui doivent être évalués. Premièrement, la capacité d'un investisseur à prendre des risques. Deuxièmement, c'est la tolérance comportementale d'un investisseur, donc la psychologie vis-à-vis les pertes de valeur. Et troisièmement, le besoin de prendre du risque d'un investisseur. OK, James. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer le premier élément qui est la capacité d'un investisseur à prendre du risque? Oui, mais la capacité d'un investisseur à prendre des risques doit considérer premièrement son horizon temporel, ensuite le besoin potentiel de liquidité, ensuite la valeur de son capital humain et finalement de sa capacité financière à prendre des risques. Donc, cette étape consiste donc à évaluer dans le détail la capacité financière d'un investisseur à gérer des risques. Donc, s'il y a une grosse perte. Fait que ces facteurs détermineront si l'investisseur est en mesure de supporter une baisse importante dans la valeur de son portefeuille. La capacité à prendre des risques, François, peut souvent être un facteur limitant lorsqu'on examine le besoin de prendre du risque d'un investisseur pour atteindre ses objectifs. Mm-hmm. En ce qui concerne l'horizon temporel, habituellement, plus il est long, plus l'investisseur dispose de temps pour se remettre des inévitables marchés baissiers. J'ajouterais que les retraités peuvent aussi avoir des horizons temporels très longs, même allant au-delà de 20 ans. Parce que même si vous prenez votre retraite à 65, votre parcours d'investisseur peut être encore très long. Pensez, une retraite, vous pouvez vivre jusqu'à 85-90 ans, là, c'est pas inhabituel, donc vous avez encore un bout de chemin à faire là, après votre retraite. Je suis tout à fait d'accord avec ces propos, François. L'horizon temporel est un facteur important. D'autant plus qu'on souhaite peut-être pas surpondérer le portefeuille dans les obligations. Donc, les obligations, on sait, c'est le stabilisateur dans le portefeuille, c'est la classe d'actifs sûrs du portefeuille, mais on sait qu'à long terme, l'inflation ronge les rendements des obligations. Fait qu'on a abordé ce sujet en détail dans notre podcast sur les recherches du professeur Cederberg concernant la manière dont
ces actifs dits sûrs que sont les obligations n'offrent vraiment pas la protection contre l'inflation. Fait que nos auditeurs peuvent réécouter notre podcast numéro 61 pour en savoir plus. James, un autre élément que tu as mentionné plus tôt qui permet d'évaluer la capacité d'un investisseur à prendre des risques est la valeur de son capital humain. Peux-tu nous expliquer? Oui, c'est très simple, François. Il s'agit de la capacité d'un investisseur à gagner des revenus de son travail tout au long de sa vie. Fait que certains ont des revenus qui sont très stables, tandis que d'autres peuvent avoir beaucoup moins de stabilité. Ça concerne donc la capacité future à épargner et donc à se constituer un capital pour être indépendant financièrement plus tard dans la vie à la retraite. Mais pour certains investisseurs, la valeur de leur capital humain continue au-delà de leur retraite officielle, car ils continuent à percevoir des revenus d'emploi. Bien souvent, François, on sait, avec nos clients, il s'agit d'une préférence personnelle de continuer à travailler. Plusieurs sont indépendants financièrement, mais ils ont besoin de se sentir engagés, ils ont besoin de rester occupés. Puis, on le sait, il y a des études qui montrent qu'il est extrêmement important de rester engagé à la retraite. Fait que les gens aiment sentir qu'ils continuent à apporter une contribution à la société. Ouais. James, la croyance populaire veut que les jeunes investisseurs aient une valeur de capital humain plus élevée. Leurs revenus futurs totaux sont bien supérieurs à leur portefeuille d'investissement actuel. En revanche, un investisseur retraité qui ne travaille plus est présumé avoir une valeur de capital humain limitée. Le capital humain peut être considéré comme un investissement de type obligataire, de sorte que la valeur élevée du capital humain d'un jeune investisseur peut justifier une allocation plus importante en actions. Oui, François, ce que tu dis est généralement vrai, mais je ne suis pas 100% d'accord avec ce type de raisonnement. Si l'on considère l'avantage à long terme des rendements composés, un investisseur qui est jeune, qui perd du capital en prenant des risques excessifs, peut-être parce qu'il n'était pas bien diversifié dans son portefeuille, mais l'impact réel de ce genre de perte-là, ça peut représenter une dilapidation de capital à très long terme, où on perd l'effet du rendement composé. Oui, effectivement. À l'inverse, James, on a des clients de plus de 75 ans qui ne seront jamais à court d'argent et qui donc ont la capacité et la tolérance aux risques nécessaires pour avoir un portefeuille plus risqué. Leur objectif est généralement de laisser un patrimoine plus important. Regardons maintenant la capacité à prendre du risque. Notre processus avec nos clients à établir un bilan personnel détaillé, on juge que c'est un excellent point de départ pour évaluer la capacité à prendre du risque. Oui, mais c'est tout à fait, François. Puis je dis souvent à nos clients que ça revient à consulter son médecin de famille pour avoir un bilan de santé. Le médecin vous proposera probablement de faire des analyses sanguines. Grâce aux résultats, le médecin pourra vous donner un bilan assez complet de votre santé. Pour nous, le bilan personnel est comme une analyse sanguine. Ces informations qui contiennent le bilan nous permettent d'obtenir de nombreuses informations utiles pour bien guider nos clients. OK. James, regardons maintenant le deuxième élément du profil de risque, la tolérance au risque comportemental d'un investisseur. Bon, François, tu connais le vieux dicton, hein? C'est dans les marchés baissiers qu'un investisseur apprend vraiment à connaître sa tolérance au risque. Fait que pour bien conseiller nos clients, nous avons créé un tableau qui présente nos portefeuilles modèles et les rendements avant frais sur les 20 dernières années. Bon, le plus récent est en date du 31 décembre 2025. La pire période pendant ces 20 ans était celle de mars 2008 à février 2009, donc pendant les pires périodes de la crise financière. Puis, dans notre tableau, un compte équilibré, soit composé 60% en actions, 40% en obligations, aurait baissé d'environ 20%, tandis qu'un portefeuille agressif composé de 80% en actions et 20% en obligations aurait baissé d'environ 27%. Nous utilisons ce tableau lors des réunions de revue annuelles pour leur faire apprécier à quel point c'est possible de vivre une grosse baisse. On juge qu'il est important de souligner ces rendements négatifs importants, en particulier maintenant. Les clients sont devenus habitués à des rendements réalisés beaucoup plus élevés sur 10 ans que sur les rendements qu'on espérait.
Donc, il faut se souvenir que les 3 années 2023, 2024, 2025 ont généré des rendements à 2 chiffres sur les marchés boursiers, puis c'est vraiment pas la norme. Oui. Puis James, quand on parle de rendement négatif comme ça, j'aime toujours démontrer aux clients que, OK, on parle d'un pourcentage, mais l'impact réel sur un portefeuille, ça veut dire quoi en dollars? Parce que des gens réagissent des fois différemment quand on leur parle de dollars que juste d'un pourcentage. Tu as dit 20 de baisse sur un portefeuille équilibré. Bien, c'est un portefeuille d'1 million, 20 ça représente 200 000. Là. Donc, les gens, des fois, accrochent plus au terme de dollars qu'au pourcentage. Là. Donc, la question vraiment est de savoir si en période de crise boursière, vous allez être capable de maintenir le cap. Si vous craignez de paniquer et de vendre, vous devriez reconsidérer votre allocation en actions. Pour nos auditeurs, vous allez trouver un lien vers le document qu'on vient de mentionner qui fait état de l'historique des performances de nos portefeuilles. On va fournir un lien avec le podcast. C'est pourquoi, François, il est vraiment assez important pour les investisseurs de bien comprendre sa capacité psychologique à tolérer le risque. Pour nous, notre processus consiste à utiliser un questionnaire psychométrique et comme tu l'as mentionné précédemment, François, chez P2VL, on a un nouveau questionnaire conçu pour évaluer le confort émotionnel d'un client face à la volatilité. Ce questionnaire fournit aussi également un profil de psychologie financière. James, la bonne allocation est celle avec laquelle l'investisseur est confortable à long terme. Si pendant un marché baissier, un investisseur va en panique, il reste sur la touche jusqu'à ce qu'il se sente à l'aise de réinvestir, il risque sérieusement de réduire ses rendements à long terme. La troisième et dernier élément de la mise en place d'un profil de risque consiste à évaluer la nécessité pour un investisseur de prendre des risques. Par exemple, si vous êtes un multimillionnaire et que vous n'avez besoin de 50 000 $ par année pour vivre, vous n'avez peut-être pas besoin de prendre des risques inutiles avec votre argent. En revanche, si vos actifs sont limités, vous allez peut-être devoir prendre plus de risques afin d'atteindre vos objectifs financiers. Ben, cette composante de l'établissement d'un profil de risque nécessite vraiment qu'on fasse une planification financière. Donc, dans notre pratique, le processus, comme on a dit tantôt, on a déjà le bilan personnel avec la rencontre de découverte. On discute des objectifs d'investissement des clients. Donc, pour les accumulateurs, on essaie d'estimer dans cette étape le montant d'épargne nécessaire pour atteindre nos objectifs à long terme en matière d'indépendance financière. Pour les retraités qui sont en mode de décumulation, on essaie d'établir un taux de retraite durable. On saisit des informations, donc qu'on a du bilan, on fait des hypothèses clés, ensuite on valide toutes les hypothèses avec le client pour s'assurer qu'elles leur conviennent. Finalement, on effectue une projection financière à la retraite à l'aide d'une nouvelle plateforme logicielle appelée Conquest. Oui, l'une des hypothèses clés qu'on formule dans ces projections est le rendement espéré des investissements et l'inflation. Nos auditeurs réguliers savent que PWL Capital publie 2 fois par année un guide sur les hypothèses de planification financière qui présente nos estimations des rendements espérés. Dans ce rapport, on retrouve un tableau qui couvre toute la gamme des allocations de portefeuille de 100% en obligations, donc le portefeuille qui est le plus sûr en termes de volatilité, à 100% en actions, le portefeuille le plus risqué. Je souligne également que l'on revoit ce rapport annuel avec Raymond Kerzero, notre collègue et son auteur principal. On prévoit d'inviter Raymond dans notre podcast en juillet. Les auditeurs peuvent également consulter notre podcast numéro 79 dans lequel on revoit les estimations des rendements espérés de l'année dernière. Donc, François, maintenant qu'on a la projection de retraite, avec les hypothèses de base, on peut simuler différentes allocations et les rendements espérés correspondants.
ces projections sont linéaires par contre. C'est-à-dire que si on dit que le portefeuille va faire 6 par année, bien, c'est 6 par année stable. Ouais. Mais ce n'est pas la vraie vie, là. Fait que le système aussi produit une simulation Monte Carlo et ça, ça comprend 1000 scénarios de simulation avec différentes séquences de rendement et aléatoires. Ça peut être plusieurs années de bons rendements suivies par des mauvaises années. Ça peut être la séquence des rendements au début va être négative pendant longtemps. Mais est-ce que le score de cette simulation Monte Carlo va nous donner une assurance réelle que le client épuisera pas son capital? Oui. James, que devraient faire les retraités en matière d'allocation? On pense généralement qu'à la retraite, il faut réduire l'allocation aux investissements risqués et volatiles. Est-ce que ça s'applique à tout le monde? Oui et non, François. Tout d'abord, ils devraient passer par tout ce processus et réévaluer leur profil de risque avant la retraite. Et on l'a décrit en détail dans le podcast aujourd'hui. Le plus souvent, par contre, c'est que les clients ne modifient pas leur profil de risque. Vraiment parce qu'ils ont beaucoup d'années en avant d'eux. Tu l'as mentionné plus tôt, là, même à 65 ans, on peut avoir 20, 30, 35 années en avant de nous. Là. Fait en règle générale, par contre, je pense que c'est toujours prudent d'avoir minimum 5, peut-être 10 ans de retrait requis avec l'allocation en obligation. Donc, si on dit qu'on veut dépenser 50 000 par année, ben, on devrait avoir 250 000 à 500 000 en obligation, par exemple. Fait que cette règle simple permet aux investisseurs vraiment de se mettre dans une situation où ils seraient obligés de vendre des actions dans les creux après des grosses baisses de marché. Ouais, c'est un excellent conseil, James. Regardons maintenant le domaine de la neuroéconomie qui se penche sur la manière dont le cerveau modifie la prise de décision à mesure qu'on vieillit. Oui, François, ces nouvelles recherches sont vraiment très instructives. Je suis tombé sur un article publié par Camelia Kunen, professeure de finance à l'Université de la Caroline du Nord. Son article traite de la manière dont le cerveau évolue au cours de la vie. Oui, pour nos auditeurs, la neuroéconomie est un domaine qui combine les connaissances issues de la neuroscience, de la psychologie et de l'économie. Les recherches ont révélé que les décisions financières sont influencées par 3 grandes forces. L'environnement dans lequel les gens évoluent, les expériences qu'ils ont accumulées et les changements biologiques liés au vieillissement. Bon, François, le travail du professeur Kunen repose sur une idée bien simple. Les systèmes cérébraux qui soutiennent l'apprentissage et l'évaluation, l'appréciation des risques, ils ne sont pas statistiques. Ils évoluent au fil du temps. Et ces changements affectent systématiquement notre comportement financier. Bon, elle souligne qu'il y a 3 systèmes cérébraux en interaction et ensemble, ils jouent un rôle central dans la prise de décision financière. Un des systèmes réagit fortement aux récompenses et aux surprises positives, encourageant l'exploration et donc la prise de risque. Un autre signale les dangers potentiels et l'incertitude, favorisant la prudence et l'évitement. Et enfin, un troisième intègre toutes ces informations, soutient l'apprentissage et aide à réguler les émotions afin de guider les choix stratégiques. Bon. Ces recherches montrent que ces systèmes permettent aux individus d'apprendre de leurs expériences de placement, d'estimer les résultats futurs et d'attribuer une valeur aux opportunités financières. Mais leur fonctionnement, c'est ça qui est vraiment important, leur fonctionnement dépend de l'âge. Elle en conclut que lorsque le cerveau change avec l'âge, la qualité de l'apprentissage financier change également et avec elle, le bien-être financier. Oui, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que le vieillissement affecte la capacité du cerveau à apprendre de l'expérience, en particulier dans des environnements qui nécessitent de mettre à jour ses convictions sur des résultats incertains. Exactement le type d'environnement auquel sont confrontés les investisseurs. L'une de ses principales conclusions est que les personnes âgées obtiennent des résultats aussi bons que les jeunes adultes dans les tâches qui ne nécessitent pas d'apprendre à partir de leur vécu. Mais lorsque les décisions dépendent du suivi des performances dans le temps, comme déterminer quels investissements ont bien fait, la capacité cérébrale diminue.
Elle affirme que ce n'est pas dû au fait que les personnes âgées sont moins intelligentes ou moins prudentes, mais au fait que les systèmes neuronaux qui traitent ces informations ont de la difficulté à y voir clair. Ouais, concrètement, ça signifie que les investisseurs plus âgés sont plus susceptibles de commettre des erreurs liées à une mauvaise compréhension des options financières qui sont réellement les meilleures. Le professeur Cunin estime que ces erreurs sont plus souvent liées à une recherche excessive du risque qu'à un conservatisme excessif, remettant ainsi en question l'idée reçue selon laquelle le vieillissement entraîne automatiquement une moindre tolérance au risque. Oui, ça, c'est une importante découverte selon moi, et surtout pour les évaluations de profil de risque qu'on effectue pour nos clients. Puis je cite dans son article, le problème sous-jacent est que le système de récompense du cerveau devient moins précis dans le suivi des résultats. Fait que les signaux qui permettaient autrefois de distinguer clairement les bons investissements des mauvais deviennent plus difficiles à interpréter. Donc, avec le temps, il devient plus difficile de tirer des enseignements des réactions de marché. Mm-hmm. Ces recherches montrent également que même si l'apprentissage change clairement avec l'âge, les préférences restent plus stables que beaucoup ne le pensent. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le sujet, James? Eh bien, François, le professeur Cunin affirme que les preuves relatives aux changements liés à l'âge en matière de tolérance au risque sont mitigées. Certaines études montrent que la prise de risque financier diminue avec l'âge, d'autres ne constatent que peu de changements. Tout dépend de la manière dont le risque est mesuré et la prise en compte ou non de facteurs liés au cycle de vie, tels que les besoins de revenus ou les contraintes de portefeuille. Ces recherches suggèrent en fait que les choix de portefeuille observés reflètent souvent les circonstances plutôt que des changements profonds dans les préférences. James, une autre conclusion du professeur Cunin qui est très utile, l'âge a une importance significative en matière de confiance. Les personnes âgées sont plus susceptibles de percevoir les autres comme dignes de confiance, même lorsqu'il y a des indices qui suggèrent le contraire. Elle affirme qu'au niveau neuronal, les signaux d'alerte qui déclenchent normalement la prudence dans les situations sociales risquées sont atténués. Ça aide à expliquer pourquoi les personnes âgées sont disproportionnellement ciblées et victimes de fraude financière. Vraiment, c'est une très belle découverte. Je pense que cette conclusion est importante et je la cite, la vulnérabilité à la fraude n'est pas simplement une question d'éducation ou de vigilance, elle reflète des changements dans la façon dont le cerveau traite les risques sociaux. Ceci dit, tout n'est pas négatif dans le vieillissement. Elle estime également qu'il serait erroné de conclure que le vieillissement dégrade simplement la prise de décision financière. Oui, les conclusions de ces recherches sont plus nuancées, François. Elle conclut également que de nombreuses personnes âgées ne présentent pas les déficits d'apprentissage typiques. Elle affirme que les personnes âgées surpassent souvent les plus jeunes dans la gestion des émotions, en évitant les pièges des placements hyper spéculatifs et en maintenant leur discipline dans les situations stressantes. Ouais. En résumé, James, on peut dire que la principale conclusion de ces recherches en neuroéconomie n'est pas que les personnes âgées sont de mauvais décideurs, mais qu'elles apprennent différemment et réagissent différemment à l'information. Les conseils financiers qui ignorent cette réalité risquent d'être inefficaces, voire même nuisibles. James, quel est le rôle de l'expérience en matière d'investissement dans l'établissement d'un profil de risque? Eh bien, François, plus un investisseur a l'expérience des marchés financiers, plus il est susceptible de comprendre que l'incertitude n'est pas un bug, mais c'est une caractéristique. Et il aurait traversé tellement des marchés baissiers qu'il aurait appris à faire abstraction du bruit. L'aversion à la perte est une émotion très puissante. Pour beaucoup de gens, l'incertitude est quelque chose à éviter à tout prix. David Booth de Dimensional a écrit un excellent article en juillet 2024 sur la valeur de l'incertitude, et je le cite. « Puisque nous savons que le risque est inévitable et qu'il est la source des rendements des investissements, vous devez trouver le niveau de risque qui vous convient. » Oui, c'est une excellente citation, James. Les investisseurs doivent se rappeler que les marchés ont prospéré malgré la bulle Internet, les attentats terroristes du 11 septembre, la crise financière mondiale 2008-2009 et la pandémie. Cependant, la clé pour traverser ces périodes difficiles sur les marchés est d'avoir un plan qui reflète correctement son profil de risque.
Sur ça, je pense qu'on a fait le tour, James, et on peut conclure notre podcast. Tout à fait. Très bien dit, François. Et je pense que les auditeurs vont vont avoir appris beaucoup de choses aujourd'hui sur l'importance de s'assurer qu'ils ont un portefeuille qui reflète bien leur profil de risque. Je l'espère bien. Donc, merci, James, d'avoir partagé ton expertise et ton savoir aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir, François. Sur ce, c'est tout pour le 84e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. Également, si vous souhaitez notre expertise dans la gestion de vos actifs, vous pouvez nous joindre en cliquant sur le bouton « Contactez-nous » qui se trouve sur la page d'accueil de Sujet Capital et sur toutes nos publications. De plus, si vous aimez notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci d'être à l'écoute et joignez-vous à nous pour notre prochain épisode à paraître le 18 mars. N'oubliez pas de consulter notre site web de Sujet Capital pour voir nos derniers blogs. Merci encore et à bientôt.